Eh ben, bonjour à toutes et tous. Merci d'être ici pour ce débat un peu existentiel, hein, voilà, sur notre profession. Hein. À quoi servent les journalistes? Est-ce que c'est nécessaire finalement d'être informé de ce qui se passe près de chez soi ou à l'autre bout du monde? Parce que l'an dernier, il y a plus d'un tiers des Suisses qui affirmaient éviter parfois ou même activement les nouvelles, donc plus d'un tiers. Et seulement 48% des Suisses disaient s'intéresser beaucoup aux actualités. Et puis, ça, c'est des chiffres d'une étude du Centre de recherche publique et société de l'Université de Zurich. Et puis un dernier chiffre, après j'arrête de vous saouler avec ça, promis, mais 41% des personnes interrogées font confiance à la majorité des médias d'information, donc bien moins de la moitié. Donc c'est pas, voilà, hein, c'est pas dingue comme chiffre. Donc on peut se poser légitimement la question finalement, pourquoi informer des citoyens et des citoyennes qui pour une bonne partie d'entre elles et eux ne veulent pas avoir les informations qu'on leur donne, et puis comment les médias peuvent gagner la confiance d'une plus grande partie de la population. Pour en débattre, nos invités. Aurélien, vous êtes un des membres fondateurs de RedKit, un média ancré à gauche. Tous les membres sont fondateurs. Donc. De quoi ? Tous les membres sont fondateurs. Tous les membres sont fondateurs, voilà. Donc, un média ancré à gauche dont les créateurs de contenu ne se définissent pas comme journalistes. Pourtant, vous réagissez à l'actualité aussi, donc vous faites des formats plus longs, vous nous en direz un peu plus. Et puis, vous ne croyez pas en la neutralité journalistique, et puis vous nous expliquerez pourquoi. Caroline Guébard, vous avez commencé au journal de la région de Cossonay. Aujourd'hui, vous travaillez à la côte. Les deux pieds sur le terrain, c'est certainement là où je me sens le mieux. Ça, c'est ce qui est écrit dans votre bio sur le site de la côte. Et d'ailleurs, vous m'avez dit que la première fois que vous avez dû faire un sujet par téléphone, vous n'avez pas compris ce qui vous arrivait. Vos infos, vous préférez les trouver, par exemple, en écumant les conseils communaux, en espérant y dénicher une pépite insolite, par exemple. Raphaël Paumet, vous supportez pas de vous emmerder, et donc, apparemment, créer un nouveau média, c'est une activité qui vous distrait, puisque vous avez créé Le Peuple, un média dont la ligne est revendiquée comme étant conservatrice, de droite. Oui, on peut dire de droite, conservatrice. Conservatrice. Vous-même, vous définissez comme un anarchiste de droite. Oui, ça c'est pas mal, oui. C'est juste. Et puis, vous me direz comment est-ce que vous voyez votre métier, vous, aujourd'hui. Frédéric, et vous faites aussi un travail de communicant pour différents clients, notamment pour l'UDC. Federico Braganini, vous êtes rédacteur en chef de l'ATS, l'agence télégraphique suisse. L'ATS qui irrigue de nombreux médias en Suisse, hein, qui reprennent vos dépêches, qui peuvent être le point de départ de reportages, d'analyses, d'éditoriaux dans d'autres médias. Vous nous expliquerez aussi un petit peu votre travail. Et puis votre objectif à l'ATS, c'est donner le plus rapidement possible une information objective, vérifiée. Et puis l'objectivité, une idée qui est plus si évidente, hein, puisqu'il est pas mal remis en question, et je crois que ce sera le cas autour de la table. On va d'ailleurs commencer tout de suite avec ça, avec le sujet brûlant, ce mot totem, tabou un petit peu dans le journalisme, la neutralité, l'objectivité. Aurélien, vous dans votre média RedKit, vous prétendez pas être neutre ou objectif, et d'ailleurs vous pensez que ça n'existe pas. Pourquoi ? Non, effectivement. Alors peut-être que ce que je peux dire déjà, c'est que j'ai aucune formation de journalisme, évidemment que j'ai une formation de sociologue. Et que ça me frappe beaucoup parce qu'en fait, le fait que la neutralité est impossible, hein, qu'elle n'existe pas, que certes des faits existent, mais que des faits ne peuvent être perçus de manière objective, en fait, c'est un petit peu ce qu'on apprend à la base en sociologie. Et en fait, si on y réfléchit, c'est aussi le point de départ de la scientificité. Hein. La scientificité, c'est de dire que la neutralité est impossible. Puis à l'échelle journalistique, j'ai l'impression que elle n'existe pas et qu'il y a beaucoup de choses qui permettent de la démontrer. En général, c'est quand même démontré à 3 niveaux. Puis je prends 1 minute par niveau. Un premier niveau où la neutralité elle est complètement impossible. Je sens que tu as envie de m'interrompre, mais c'est un débat, donc je me débat. Vas-y, mais peut-être moins qu'1 minute par niveau, peut-être. Mais... Alors 10 secondes. La première, c'est à l'échelle stylistique. Hein, stylistiquement, comment écrire une phrase neutre? Alors c'est une question qui est assez intéressante et je pense que l'actualité nous le rappelle beaucoup. Ce qui s'est passé très récemment à Lausanne, c'est qu'une personne a perdu la vie aux mains de la police, qui s'appelait Michael Kenechukwu Ekemezie. Et du coup, il y a eu tout un tas de couvertures différentes et je vous prends 3 exemples de phrases. Un premier exemple de phrase qu'on a pu lire dans la presse, c'est « Michael a trouvé la mort après un contrôle de police ». Donc, dans « a trouvé la mort », il n'y a ni causalité, ni intentionnalité. C'est assez intéressant. Un deuxième exemple, c'est « un contrôle de police a tué Michael ». Donc, cette fois-ci, on a un lien de causalité, mais pas d'intentionnalité. Et un dernier exemple qu'on a pu lire dans la presse, c'est « les flics ont assassiné Michael ». Et donc là, on a une causalité et une intentionnalité. Et vous voyez bien que ces 3 phrases sont extrêmement différentes. Et en fait, la différence entre la causalité et l'intentionnalité dans un geste criminel en droit, ça peut être jusqu'à 10 ans de prison. Donc, entre ces 3 phrases, ces 3 manières de poser ce fait,
il y a une différence juridique majeure. Alors, ça, c'est un bel exemple, je trouve, de la neutralité à l'échelle stylistique. Peut-être pour faire rebondir, Federico Braganini, vous, à l'ATS, vous êtes vraiment le factuel, quoi. Vraiment, c'est votre raison d'être, finalement. Donc, sur un exemple comme celui-ci, sur la neutralité stylistique, pour vous, est-ce que vous essayez de tendre vers ça? Est-ce qu'il y a des guides, comment est-ce qu'on dit, des guidelines, pardon, un style de l'ATS pour essayer d'arriver à cette neutralité que Aurélien pense impossible à trouver? Tout à fait. Disons, le terme de neutralité, nous, on l'utilise. Disons, on pratique un journalisme sans parti pris, qui est, comme vous le dites justement, qui est basé sur les faits. Et puis, effectivement, on a un cadre de règles, un manuel de l'agencier qui donne toute une série, disons, de directives, de règles, justement, pour traiter un sujet avec objectivité, c'est-à-dire de rendre compte des faits en citant correctement les sources, et puis justement sans que les termes qu'on utilise, qu'il n'y ait pas de connotation, et que l'agence ne donne pas l'impression d'être d'un côté ou de l'autre. On a vraiment, ça fait partie de la raison d'être de l'agence, de donner les faits, disons, de manière juste, de manière correcte, et aussi en donnant la parole aux différentes parties impliquées. Donc cet aspect d'équilibre. Donc c'est clair que on donne souvent, on traite les communiqués de la police. Mais naturellement, s'il y a des critiques des ONG, des partis politiques, on va aussi leur donner la parole. Et c'est cette mission, disons, première de l'agence de restituer le spectre complet des faits et des avis sur une question. Caroline Guébard, vous vouliez répondre, Aurélien, rapidement peut-être? Rapidement, pour dire que moi je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas une critique de dire qu'il n'y a pas de neutralité, parce que je le reconnais pour nous tous autour de la table. Simplement, quand on choisit à qui on donne la parole sur un fait, par exemple, si vous prenez un fait comme la mort d'une personne, dans un cadre politique, la quantité de paroles à laquelle il faudrait pouvoir donner accès, elle est monstrueuse. Bon courage pour rendre compte de tout ça. Et donc en fait, inévitablement, on opère des choix. Et en plus, ces paroles, on ne peut pas les rendre dans leur totalité. On est obligé de les synthétiser, de couper, de sélectionner des endroits. Et du coup, inévitablement, on produit un geste politique, quand bien même on le représenterait. Mais on est très sensible à ces questions, notamment sur les féminicides, les femmes qui sont tuées par leur conjoint. On fait très attention, disons, à la couverture de ces événements. Par exemple, on sait que le terme drame familial est aussi est très problématique. Il y a les termes qui ont évolué, effectivement. On parlait de crime passionnel aussi, peut-être à un moment. Et ça, c'est vraiment, on fait très attention, disons, à notre couverture sur ce genre d'événements pour que les paroles, le langage, il restitue quand même la gravité des événements, quoi. Caroline Guébard, je voulais vous donner la parole aussi un petit peu sur la question de neutralité, d'objectivité, et peut-être aussi du degré de commentaires que vous permettez, notamment peut-être dans les newsletters, où il y a un style peut-être un petit peu plus libre que vous publiez. Est-ce qu'il y a effectivement deux styles différents, un petit peu les articles classiques et puis la newsletter, où peut-être vous pouvez être un peu plus personnel peut-être là-dedans, dans les newsletters que vous publiez dans votre journal La Côte? Oui, alors effectivement, on a une newsletter par jour qui est en fait une prise de parole. Et dans ces prises de parole, on nous demande aussi de nous impliquer, de faire un pas de côté, d'amener une réflexion, d'ouvrir le débat sur autre chose, ou peut-être des fois de raconter les coulisses d'un reportage, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne peut pas mettre dans un article. Par rapport à la neutralité, moi, je suis surtout attachée au principe d'équité qui est inscrit en préambule de la Déclaration des devoirs et droits des journalistes, ce qui implique en fait de donner la parole à toutes les personnes qui sont impliquées et à pondérer un discours par rapport à un autre.
La neutralité, c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est un petit peu un fantasme, dans le sens où effectivement, à partir du moment où on donne la parole à quelqu'un et que cette parole s'exprime sous notre micro, par notre plume, son discours lui appartiendra et il sera de facto pas forcément neutre. Par contre, en allant équilibrer son discours, en donnant la parole à toutes les parties prenantes, je crois que c'est là qu'on remplit notre mission d'information et qu'on est véritablement à la recherche de cette vérité que nous impose la Déclaration des devoirs et droits des journalistes, sans dénaturer les faits. En ça, je rejoins ce qu'expliquait mon voisin. Raphaël, Je peux intervenir sur un truc rapidement, parce que quand on dit Raphaël Pommet, je voulais... Bien sûr, bien sûr. Je suis pleinement d'accord avec ça. Et je réagis volontiers aussi, en partant de ça, sur la question des féminicides. Parce que pour moi, la question des féminicides, c'est un merveilleux exemple qui contre la neutralité journalistique. Parce qu'en fait, si on avait eu ce débat il y a 40 ans, personne, et pas même les gens qui représenteraient la gauche radicale, n'aurait défendu cette idée de féminicide. Et en fait, cette idée de féminicide, qui est une victoire politique de la gauche, des mouvements féministes, des mouvements queer, qui depuis 40, 50, 60 ans disent en fait les femmes sont tuées parce qu'elles sont des femmes, et donc on impose ce discours, et c'est une victoire politique que des médias disent aujourd'hui féminicide, et qu'ils considèrent ça comme de la neutralité. Mais c'est bien, mais aujourd'hui des médias de droite ou d'extrême droite vont vous dire que les médias sont complètement biaisés dans le fait d'utiliser le mot féminicide. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, effectivement, c'est ce que je fais. Non, mais je veux dire, le cœur de mon travail, je te laisse poser ta question dans la foulée, mais moi, le cœur de mon travail, c'est de vérifier certaines hypothèses de base, donc il y a une dimension plus littéraire et plus philosophique dans ce que je fais, qui est pleinement assumée. Et justement, ce que j'interroge, c'est le discours que l'époque tient sur elle-même. C'est-à-dire que ce qui est présenté, enfin, c'est en gros cette idée d'idole successive. Et effectivement, j'interroge le moment. Par exemple, on ne parle plus de drame passionnel. Alors, je ne dis pas que c'était nécessairement supérieur enfin, disons que c'était une bonne chose que de nier, disons, la dimension genrée, comme on dit aujourd'hui, de ces choses-là. Mais j'interroge ce truc-là. Je questionne ce discours dominant aujourd'hui, sans forcément que j'y sois opposé. Mais c'est vraiment ça le cœur de mon travail. Et aujourd'hui, donc, vous questionnez effectivement ces thématiques-là, et puis votre subjectivité s'exprime pas mal, on peut le dire, dans le peuple. Et est-ce que vous avez l'impression qu'elle s'exprime davantage aujourd'hui que vous avez votre propre média, que vous avez créé Le Peuple, que dans les médias dans lesquels vous avez travaillé avant, puisqu'avant vous avez travaillé vous avez travaillé à Tamedia, au Journal de la Région ou encore à la télé. Est-ce que là, vous aviez aussi une part de subjectivité ? Est-ce qu'elle s'exprimait différemment qu'aujourd'hui, que vous êtes rédacteur en chef du média que vous avez créé ? Bon, c'est pas noir ou blanc, il y a des évolutions, mais c'est-à-dire qu'il y a un moment, notamment quand je travaillais sur Le Matin, sur le site du Matin, une grande partie de mon travail, c'était de décomposer des vidéos où on voyait des chats qui tombaient des murets, des choses comme ça, genre vidéo gag. Et moi, je devais couper la vidéo pour faire un diaporama, comme ça, il y avait plus de clics et ça faisait plus de pognon pour les annonceurs. Donc là, effectivement, j'exprimais assez peu ma subjectivité, disons, et je pense que j'exprimais assez peu de journalisme. Et ça nous amène d'ailleurs à la question fondamentale, la question principale de ce débat, à quoi servent les journalistes ? Moi, effectivement, pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans des médias où les journalistes servaient à faire du clic pour qu'il y ait plus d'annonceurs. Voilà. Et aujourd'hui, alors que vous avez votre propre média, est-ce que vous avez l'impression qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir gagné finalement en subjectivité ? Bon, moi, j'ai gagné ma liberté, j'ai gagné de l'amusement, puis j'en procure à des lecteurs qui ont un côté sympa, c'est qu'ils ne sont pas obligés de me lire. et donc, voilà, mais c'est vrai que je n'ai pas de grandes prétentions à sauver la planète ou à visibiliser les inégalités ou des choses comme ça. Alors les journalistes, évidemment, ils sont amenés à faire pas mal de choix dans le processus. Alors voilà, il y a le style qu'on utilise, à qui la parole va être donnée. Donc les choix s'exercent à plusieurs endroits, et notamment au tout début du processus. Quel sujet on va choisir de traiter, et les angles aussi, la façon d'aborder ces sujets. Alors parlons un petit peu du coup de ce qui fait un sujet digne d'intérêt. Federico Braganini, l'ATS... Voilà, je le disais, je pense au début, inonde de dépêches vraiment les rédactions, mais c'est impossible de tout traiter. Comment est-ce que vous faites vos choix ? Comment est-ce que votre média choisit ce qu'il est important que les médias aient ? Et j'insiste sur le fait que ça a un impact dans le sens que quand la thèse ne couvre pas quelque chose, c'est plein de médias qui ne vont pas avoir non plus l'info, quoi. Donc c'est... Voilà, c'est effectivement un enjeu important. Donc effectivement, on produit de nombreuses dépêches chaque jour. Le but de l'agence, c'est quand même de couvrir l'essentiel des sujets, donc de donner une offre complète. Mais vous avez raison, la question du choix est aussi
de plus en plus importante, notamment en raison de la question des ressources qui ont beaucoup diminué dans la plupart des médias et aussi à l'agence. Vous avez un nombre de journalistes, ouais. Voilà, donc là, on ne peut plus être... le temps où on pouvait être relativement exhaustif, il est vraiment passé. Maintenant, on doit faire des choix beaucoup plus importants. Et là, c'est aussi un travail journalistique très important de vraiment sélectionner les thématiques qui font sens, qui sont les plus importantes. Caroline Guébard, même question finalement au niveau local. Comment est-ce que votre rédaction choisit ce sur quoi elle va dédier du temps, ce sur quoi elle va dédier sa une peut-être aussi, la place qu'on accorde aux différents sujets comment ça se passe en conférence de rédaction, enfin, comment est-ce que les discussions ont lieu là autour? Bon, il y a des rendez-vous qui sont incontournables, hein. Par exemple, on a les élections communales en début d'année prochaine. Ça, c'est des rendez-vous qui sont incontournables. Il y a des inaugurations, il y a des gros projets qui vont impacter la vie des citoyennes et des citoyens. Il y a aussi tout ce qui touche aux faits divers qui vont être des rendez-vous incontournables. Et puis, il y a tout le reste, toutes ces choses qui vont être amenés par les journalistes, par mes collègues. On est toutes et tous très implantés dans notre région, surtout dans un journal local. On est au quotidien sur le terrain, on va sentir le pouls, on nous remonte des sujets. Quand on est journaliste, en tout cas localier, c'est H24 qu'on a nos oreilles, qu'on a nos yeux ouverts, et puis qu'on a des choses comme ça qui peuvent nous remonter. Après, je dirais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'aujourd'hui, on monitore tous nos contenus, et on pourrait avoir cette tendance de faire que ce qui clique. Faits divers peut-être beaucoup. Alors faits divers, mais alors chez nous c'est tout ce qui touche à la gastronomie et pas la haute gastronomie. Mais dès lors que vous parlez d'un restaurant, vous êtes sûr que vous allez faire un nombre de clics incroyable. Donc c'est très bien, ça intéresse les gens, mais il faut aussi toujours garder la tête froide par rapport à ça, parce qu'on sait qu'il y a des sujets peut-être beaucoup plus institutionnels qui vont pas faire un nombre de clics incroyable, mais qui sont des sujets importants, qui sont des sujets qui sont fondateurs pour la vie des citoyennes et des citoyens. Et ces sujets-là, on va aussi prendre le temps de les faire, même si ça ne va pas nous ramener 15 000 clics dans la journée. Et ça, je vous relance juste là-dessus, mais tout le monde peut répondre aussi là-dessus, parce que voilà, vous dites des fois il y a des sujets que les journalistes vont considérer comme importants, et pourtant ils ne vont pas faire beaucoup de clics, ils ne vont pas beaucoup intéresser. Comment est-ce qu'on décide alors ce qui est important si les gens ne vont pas cliquer dessus, quoi? C'est quoi les critères? Au niveau de l'agence, donc j'ai dit que le but c'est de couvrir l'essentiel des sujets, et y compris les sujets qui ne sont pas forcément très spectaculaires, mais qui ont une importance pour la société, pour le fonctionnement de la démocratie, des institutions. Et si je prends l'exemple de la politique fédérale, on est confronté à énormément de dossiers très complexes, notamment dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine de la santé. Et on se rend compte que c'est très important de donner l'information, donner les faits, mais aussi au niveau de l'agence de presse, d'expliquer. De remettre en contexte, de donner des clés de lecture, parce qu'on se rend compte que lors des votations fédérales, les citoyens sont confrontés à des thématiques, mais d'une complexité extrême, et c'est vraiment compliqué de voter, de faire des choix. Et là, les médias ont vraiment, y compris l'agence, d'amener des clés d'explication, des clés de lecture, le contexte. Même auprès de politiciens, vous me disiez qu'il n'y a pas des politiciens aussi qui lisent la dépêche de l'ATS pour mieux comprendre un peu les... Alors, il y a une conseillère nationale récemment qui m'a dit effectivement que sur certains thèmes, elle lisait la dépêche de l'agence pour comprendre, disons, dans quel sens était allé le débat. Voilà. Et je la crois bien, parce que sur certaines thématiques, c'est vraiment très compliqué. Aurélien, je donne la parole dans une seconde, mais d'abord, Caroline, vous vouliez répondre?
Oui, ça m'est arrivé aussi une fois. J'ai un élu communal que j'avais interviewé dans le cadre d'un sujet qui m'a dit après coup merci pour votre article, j'ai compris plein de choses à mon propre dicaster. Ça m'avait fait sourire. Mais je voulais aussi rebondir sur le sujet politique. On parlait tout à l'heure des élections communales. Il faut s'imaginer que pour les élections communales du printemps prochain, dans un journal comme le mien, comme La Côte, c'est un énorme dispositif. Le jour J, tous les journalistes sont sur le pont, on a des pigistes. Enfin, c'est un très très gros travail et évidemment qu'on va produire une masse de dépêches incroyable pour donner les résultats de toutes nos communes. On ne va pas avoir 12 000 clics par dépêche, mais c'est un travail institutionnel et important. On parle des gens qui vont présider à la destinée des citoyens et des citoyennes pendant les 5 années à venir. Et ça, on estime que c'est indispensable, même si on sait que ce n'est pas un réservoir de clics incroyable. Mais ce n'est pas une question, c'est quelque chose qui fait partie de notre mission d'information. Puis Aurélien, je voulais vous Je relancer peux réagir à ça? à ça, juste, Ouais. allez-y, et puis après j'ai une question après. Ouais. Alors ouais, moi je voulais réagir à ça en disant que je trouve vos réponses tout à fait fascinantes parce qu'en fait, elles démontrent à mon sens tout à fait l'absence de neutralité, ce qui encore une fois pour moi n'a rien d'une critique, mais aussi elles répondent à la question pour moi à quoi servent les journalistes à exercer un pouvoir politique sur la société. Ils le font naturellement. Parce qu'en fait, ce qu'on dit là, c'est comment est-ce qu'on choisit les sujets? On se rassemble en conférence de rédaction et puis on décide ce qui est important, ce qui a du sens, ce qui a de la valeur. Des fois, il y a des critères que je trouve tout à fait objectifs, comme les élections et les choses d'intérêt institutionnel. Et puis plein d'autres critères qui vont relever de nos subjectivités, notamment par exemple de nos subjectivités de classe. Et je pense qu'une chose qu'on a beaucoup remarqué et que des sociologues ont beaucoup montré, c'est que depuis, dans les années 80, dans les années 90, en fait, la presse était majoritairement constituée d'hommes blancs de classe supérieure, évidemment, ce qui n'est pas tant changé, mais ce qui change quand même un petit peu. Et à partir du moment où on a vu émerger des médias, comme par exemple le Bondi Blog, avec des sociologies tout à fait différentes, les conférences de rédaction du Bondi Blog, quand elles se rassemblent et qu'elles décident qu'est-ce qui est important, de quoi est-ce qu'on doit parler, elles abordent des sujets radicalement différents. Et donc on a une évolution politique majeure. Et c'est là, je pense, où en fait, on exerce toujours un pouvoir politique à partir du moment où on prend la parole en tant que journaliste. Ça peut-être sur les sujets effectivement de société, mais quand on parle de couverture d'élections, les rédactions vont aussi s'intéresser au programme en fait finalement des candidates, des candidats. Donc c'est moins exercer un pouvoir que de décortiquer que veulent dire les programmes des uns, des unes, des autres en fait. Alors, sans doute que vous pouvez avoir des critères qui tendent vers la partialité. Moi, je dis pas le contraire, hein, vraiment. Mais bien sûr que quand vous allez produire une exégèse de programmes politiques, forcément, vous allez aussi faire des choix. Je prends un exemple très clair, qui n'est pas forcément un exemple qui me tient méga à cœur, mais enfin qui est quand même important, c'est la représentation des partis de gauche radicale dans les élections françaises. Et en fait, on voit bien qu'à vote égal, par exemple, le parti de Zemmour a eu un temps d'audience monstrueux. Alors je suis désolé, ça je ne l'avais pas préparé, donc je n'ai pas les chiffres, mais le temps d'audience était monstrueux par rapport à des partis comme le NPA, qui en fait n'existent que par ce que les journalistes veulent bien garder de la parole du NPA 3 fois par an. Et, Ils font à peu près le même nombre d'électeurs et d'électrices. C'est ça que je trouve important. Raphaël Pommet, vous faites parfois appel à des pigistes aussi pour nourrir le peuple. Oui, dans la mesure où j'arrive à les payer, j'essaye, ouais. Et vous, comment est-ce que vous choisissez? Comment est-ce que vous vous dites là, ça va être un article intéressant pour votre média, qui est un pure player et un journal aussi. Oui, il y a un journal papier. Moi, je vérifie un certain nombre d'hypothèses philosophiques en fait dans mon travail qui préexistent à mon média. C'est-à-dire que c'est des interrogations qui ont toujours été là dans ma vie. C'est comment une société se recompose à l'écart du sentiment religieux. C'est comment le pouvoir arrive à se draper comme ça dans une ambiance de contestation, dans une ambiance un peu contre-culturelle pour faire oublier effectivement qu'il est le pouvoir toujours le même, avec les mêmes... Enfin voilà, donc c'est ce genre de questions-là qui traversent mon travail. Et effectivement, moi je choisis un sujet dans la mesure où, comme je n'ai pas de prétention à l'exhaustivité, moi j'ai ma seule prétention finalement, c'est d'explorer comme ça des thèmes bien précis. Et puis voilà, donc je suis un peu les choses, mais c'est plus une démarche philosophique qu'une démarche, par exemple, qui viserait, je dirais, à informer. Enfin, je pense que je suis vraiment pas indispensable pour ça, moi. Et plus du coup pour alimenter une réflexion philosophique presque en fait, c'est ce que vous dites. Ouais, moi j'aime bien jouer l'empêcheur de penser en rond, ouais. Et c'est ce que je fais. Ouais, c'est ce que je fais avec ces sujets qui peuvent être parfois un peu dérangeants. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que quand on explore un sujet dérangeant,
j'observe que de l'extérieur, et surtout les gens qui ne nous lisent pas, c'est-à-dire la majorité des gens, ont l'impression que si on exporte ce sujet, c'est forcément qu'on a l'opinion dégueulasse, un peu. C'est-à-dire que si le mec se dit « Ah bah tiens, je vais explorer ce truc-là, il y a peut-être il y a peut-être une baudruche à dégonfler là », on va penser que, par exemple, si je donne la parole à un platiste, un mec qui pense que la Terre est plate, ce que je fais pas parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse, mais on va partir du principe que moi, je pense que la Terre est plate. Non, mais tu peux peut-être prendre un exemple de sujet qui Comment t'intéresse. Peut-être juste faisons réagir, parce que la question du platiste est intéressante, parce qu'il y a aussi la question aussi des personnes qui nient aussi la réalité du changement climatique créé par l'homme. Federico Bragagnini, ça c'est des sujets non, qui alimentent les réflexions des rédactions, de savoir à qui on donne la parole. Est-ce que si on parle de changement climatique, il faut quelqu'un qui dit que le changement climatique existe, un qui dit que ça n'existe pas pour être représenté toutes les opinions, puisqu'on parlait de représentativité des différentes opinions tout à l'heure. Bon, je crois que ce qui est important au niveau des médias, c'est que, et il me semble que c'est un aspect qui est un peu qui souffre souvent, c'est à nouveau en lien avec la question des ressources, c'est que on a de moins en moins de temps d'aller vraiment reposer des questions, interroger les autorités, les confronter à des contradictions. Et là, ce que je constate, et y compris aussi au niveau de l'agence, c'est que parfois on a tendance à perdre un peu la curiosité qui devrait être vraiment à la base du travail journalistique. Et là, j'y vois un danger, c'est que voilà, on est confronté à un flot de communiqués, d'annonces des autorités, on est submergé. Et le danger, et là je l'avoue, c'est qu'on commence à passer les plats comme ça, simplement, en ne plus se posant de questions. Et là, à mon avis, c'est là le grand danger de plus rebondir sur l'actualité et se poser des questions. Ça touche à la question du modèle économique du journalisme, et puis on ne va pas aborder ça là, mais ce sera l'objet d'une autre table ronde que je vous invite à voir, un petit moment teasing dans environ 1 heure. J'ai volontiers sur la question des platistes, parce qu'elle est très intéressante, ta question. Alors, oui. Ta question, elle est hyper intéressante, parce qu'elle soulève, je crois, aussi la question de la désinformation. Et cette question de la désinformation, tu rappelais au début dans l'introduction que d'après effectivement une étude assez récente de l'Université de Zurich, il y a à peu près 25% des Suisses qui se refusent les médias traditionnels. En fait, toi, tu disais 30% de l'Université de Zurich. Il y a une macro-analyse qui a été faite sur la désinformation et sur le refus des médias. Et on arrive à la situation qu'en Suisse, on a à peu près 25% de la population qui dit refuser vraiment les médias. Et en fait, la Suisse ici, elle est assez dans la norme des démocraties occidentales. Dans les macro-analyses, on estime qu'il y a entre 23% et 38% des gens en général qui disent se méfier des médias. Et ce qui est très intéressant et qu'on dit beaucoup moins, je trouve, c'est que parmi ces gens, les macro-analyses montrent aussi pour quel bord politique ces gens votent, et qu'en fait, dans ces gens, entre 23 et 38% qui refusent les médias de plus en plus, on a entre 65% et 82% des gens qui votent pour des partis de droite ou d'extrême droite. Donc en fait, quand on dit les gens se méfient de plus en plus des médias, on a, allez, on va dire, si on prend la moyenne basse, 70% de ces personnes qui sont des électeurs et des électrices de droite ou de droite radicale. Donc c'est quand même un angle mort, à mon avis, de cette question. Et je pense que là, on va politiser un peu le truc. Il faut l'analyser politiquement. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un tas d'études passionnantes qui montrent comment est-ce que les médias de droite et d'extrême droite sont blindés de désinformation. C'est les pires de tous. Tous les médias désinforment par moment, mais ça, je vous épargne les chiffres. Et du coup, en fait, ce manque de confiance, il ne faut pas l'analyser comme le peuple se méfie, il faut l'analyser comme le résultat d'une stratégie politique des médias de droite qui sont là pour créer ce manque de confiance. Parce qu'en fait, vous balancez tout un tas de désinformations aux gens, donc les gens croient ces choses fausses, constatent que dans les médias mainstream, ces choses fausses ne sont pas représentées, donc se disent les médias mainstream mentent. Donc je trouve que des fois, il faut inverser la manière dont on analyse ces chiffres-là. Raphaël Pomel, je ne sais pas si vous qualifiez votre média de droite, mais en tout cas conservateur. Est-ce que vous inspire ce que dit le sociologue? Pour le coup, c'est peut-être le sociologue qui parle plus que le... Moi, j'observe que les leçons de déontologie sont données par les gens qui se revendiquent pas journalistes. Ce qui est assez intéressant, c'est un peu comme si moi je donnais des leçons de sociologie, par exemple. Donc c'est assez intéressant comme retournement de perspective. C'est pas de la déontologie, il s'agit d'études qui montrent combien de faits
objectivement faux sont représentés dans des médias de droite ou d'extrême droite. Oui. Ça... Sauf que tu présentes la sociologie comme une science neutre et non. le journalisme comme une science située. Pas du tout. Et Pas là, du il y a tout, aussi je revendique les pas du tout sociologues la aussi font neutralité des de la choix de sociologie. sujet. Alors vraiment pas. Les sociologues vont aussi décider, bah tiens, on va enquêter là-dessus, par exemple sur les médias, au même titre que les médias décident d'enquêter sur les sociologues. Oui. Et on a l'impression qu'il y a la neutralité d'un côté et de l'autre l'expression du pouvoir, mais il y a aussi un pouvoir universitaire. Il y a aussi un pouvoir des gens qui sont à la tête des chaires universitaires et des choses comme ça. Ça rend pas le travail inintéressant. Moi, j'ai fait de la sociologie, ça m'a passionné. Mais je veux dire, moi, je crois que ce qui est important dans tous ces débats, c'est d'interroger nos propres présupposés. Moi, en l'occurrence, mes présupposés, bah, je les connais, j'en parle. J'ai mes contradictions, je les cache pas à mes lecteurs d'ailleurs. Et je pense que c'est ce qui fait que, dans le fond, bien qu'on puisse adhérer ou pas à mon idéologie, appelons ça comme ça, par commodité de langage, mais c'est ce qui fait qu'un journal qui fait essentiellement de l'éditorial, essentiellement du commentaire, hein, eh bien, peut être aussi parfaitement honnête dans sa démarche. J'ai fait très attention à prendre que des études qui sont purement quantitatives. Donc là, on est vraiment très très loin de la grande sociologie. En épistémologie, on apprend aussi à démonter les Après, études. comme le débat n'est pas tellement sur la sociologie, finalement, on va peut-être revenir sur le journalisme. Mais vous parliez le mot pouvoir est ressorti plusieurs fois, et puis on dit parfois que les médias, c'est le quatrième pouvoir. Il y a le pouvoir politique, judiciaire, législatif, et le pouvoir des médias. Comment est-ce que vous voyez ce rôle de contre-pouvoir, de quatrième pouvoir, peut-être même au niveau local, Caroline Guébard? Est-ce que vous voyez aussi ce rôle-là comme ça dans ce qui intéresse vos lectrices, vos lecteurs, et puis ce qui vous intéresse peut-être vous aussi de couvrir? Alors effectivement, on dit que les médias sont le quatrième pouvoir. Moi, j'aime pas tellement ce terme de pouvoir parce que je pense que quand on pense qu'on a le pouvoir, c'est là qu'on se trompe. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un journaliste ou une journaliste qui est pétrie de certitude. Moi, ce qui me guide, c'est le doute quotidien, douter de tout, mais même des choses dont on a l'impression qu'on est convaincu ou qu'on sait sans tomber dans l'idéologie, mais juste dans la connaissance. Et puis, je pense que le journalisme local, en fait, il joue le même rôle que la TS à une échelle nationale avec des dépêches. On est là, effectivement, pour observer, pour décortiquer, pour comprendre, pour restituer. Moi, je suis ni à la recherche d'une idéologie, ni à la recherche d'un partage de subjectivité. Je suis juste, en fait, à la recherche de la vérité. Ça paraît très pompeux dit comme ça, mais c'est ce qui est inscrit dans notre code de déontologie. Et moi, c'est ce qui nous guide au quotidien, c'est la recherche de cette vérité, en tout cas des faits les plus tangibles, les plus observables, les plus décortiqués possibles pour restituer quelque chose qui est fiable à nos lectrices et à nos lecteurs. Juste une insiste parce que j'ai succédé à Caroline dans un cadre régional un petit peu compliqué il y a quelques années. Et puis effectivement, si on ne fait pas ce travail de façon un minimum carrée, effectivement dans la démarche dont parle Caroline, quand on doit aller d'un parti à l'autre ou d'un milieu à l'autre, parce que c'est ça le métier de localier, qui n'est pas le métier que moi j'aime faire, mais enfin qui est un métier que je respecte, on s'en prend plein la gueule. Donc ça, je veux dire, la pratique, finalement, elle va un petit peu, elle va forcément, de facto, les choses vont s'équilibrer. Sans ça, ça va être très difficile à vivre. Si vous ne respectez pas la déontologie, des portes se ferment finalement, des gens ne vous parlent plus. C'est ça même au-delà de la déontologie, la basique humanité, c'est-à-dire la décence de respecter de la même manière n'importe quel interlocuteur, quel que soit d'ailleurs notre propre positionnement. Si je peux me permettre, si je ne respecte pas la déontologie, personnellement, mon code de déontologie, c'est la première chose qui me guide dans ma pratique au quotidien. Je veux dire, j'ai signé ce code de déontologie au moment où j'ai obtenu ma carte de presse, et pour moi, c'est même pas une question que je me pose. Est-ce que je vais respecter ou non ma déontologie? Oui. C'est ce qui fait de moi une journaliste. La base du métier, en fait, c'est ça. Voilà, c'est pas une question qu'on pose à un médecin. Est-ce que vous respectez le code de déontologie? J'espère. C'est la même chose en fait pour nous. Et puis vous avez parlé de doute, Caroline Guébard. Est-ce que, Aurélien, à RageKit, je pourrais vous poser la question aussi pour le peuple, mais à RageKit, puisque vous êtes un média qui donc ne défend, consciemment, vous revendiquez le fait de nourrir aussi quelque part une réflexion de gauche aussi dans votre média. Quelle est la place qui est accordée au doute dans ce cas-là? Le fait de douter de soi-même, de douter de ce que vous allez rapporter, quelle est sa place là-dedans? Est-ce que finalement le fait d'avoir une envie, une idéologie revendiquée, est-ce que ça ne ferme pas la porte à s'auto-examiner soi-même? Alors le doute est central. Le doute, c'est la base du militantisme, et encore plus à gauche. Vraiment. Allez-y, concrètement, ça veut dire comment est-ce que ça se fait, comment ça se passe
comment je vous prends un exemple très simple. La drogue. Ah, il y a de la drogue partout. Ça y est, il y a des dealers partout. La Suisse est envahie, etc. Plein de journalistes, et j'en ai rencontré, disent ah, il y a de plus en plus de dealers, c'est de plus en plus violent, le sentiment d'insécurité augmente. Et j'ai posé la question à des journalistes qui avaient écrit des papiers là-dessus et qui ont dit, et je leur ai dit, mais sur quoi vous vous basez pour dire ça en fait dans votre papier? Ils m'ont dit, bah ça se voit, non? Je l'ai bien vu, je l'ai constaté. Et puis il y a un truc où tu es là, ah ouais, peut-être en fait ils l'ont constaté. Puis ils ont interviewé 4 commerçants et les 4 commerçants ont dit ouais, nous aussi on constate ça. Et donc là, tu doutes. Tu es là, ouais, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un problème? Et du coup, tu vas voir quoi? Tu vas chercher du côté de la criminologie, tu vas chercher du côté des travailleurs sociaux, tu vas chercher du côté des assos, de toutes les polémiques différentes entre les personnes consommatrices qui sont dans différents endroits, etc. Et tu arrives à recouper des informations et arriver au constat que, en fait, statistiquement, les infractions sur la LSUP, elles augmentent de 7%. Ah merde, les infractions à la LSUP augmentent de 7%. Donc en fait, ce discours, il est juste. Non, parce que si on pondère avec la démographie, si on pondère avec le fait qu'il y a une augmentation de la répression policière sur la drogue qui fait mécaniquement augmenter le nombre d'infractions à la LSTUP, on se rend compte que les infractions n'augmentent pas. Et en fait, il y a un consensus scientifique sur le fait qu'il n'y a pas d'augmentation de la criminalité liée à la drogue. Mais tout ce processus-là, c'est un énorme processus de doute. Et alors ça, je vais vous faire réagir parce que je voulais juste rebondir là-dessus parce qu'on est d'accord que ça se voit n'est pas une source admissible pour l'ATS ou pour n'importe quel média. Quand on dit le trafic de drogue augmente parce que ça se voit, c'est pas, je dis pas que c'est pas, vous avez sûrement eu ces conversations avec des journalistes, mais c'est pas une bonne pratique déontologique. Federico Braganini. Clairement, nous modestement au niveau de l'agence, on interroge les sources. Il y a les sources officielles, il y a les sources associatives, et le but c'est d'avoir une couverture complète en rassemblant les différents points de vue sur un sujet, et ça il faut le faire au quotidien, et surtout y compris dans un média comme le nôtre qui doit pas avoir de parti pris, mais c'est quand même avoir cet esprit critique qui doit être vraiment actionné au niveau de tous les sujets. Raphaël Oui, juste sur les chiffres, par exemple sur les chiffres sur la criminalité, par exemple, quand ils explosent, on peut faire une lecture policière, on dit c'est la preuve qu'on a beaucoup travaillé. Et puis on peut aussi faire une lecture où on dit c'est horrible, la criminalité explose. Donc les chiffres en eux-mêmes, c'est pas plus. On peut leur donner le sens qu'on veut, exactement comme au test du regard. Et notre travail de journaliste, si on traite de ces sujets-là, c'est de combiner les deux. Je ne crois pas qu'il y en a un qui soit supérieur à l'autre, moi. Non, bien sûr. Bien sûr qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres et que les chiffres ne sont pas neutres. Moi, je dis pas du tout ça. Je veux dire le commerçant, parce qu'avant, quand tu parlais du commerçant, des 4 commerçants, on a l'impression que c'est le café du commerce, un peu toujours ce truc-là. Et là, il y a une dimension élitiste dans ce truc de décrédibiliser en gros la parole de la personne qui est à sa caisse, puis qui voit ce qu'il y a dans sa rue devant chez elle. Puis je pense que c'est pas forcément juste. Là aussi, c'est un présupposé à interroger, je crois. Non, mais c'est pas la même chose de dire que le trafic de drogue augmente ou le fait de dire que cette personne constate une augmentation du deal devant sa boutique, quoi. C'est pas une vérité statistique, mais ça participe dans un travail journaliste d'un ressenti du terrain. Bah oui. Et ça, il faut le respecter aussi. Du coup, moi, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'en fait, et je voulais t'en parler, j'ai ouvert Le Peuple, j'ai lu Le Peuple. Excellent réflexe. Effectivement. Et je suis tombé, le premier truc sur lequel je suis tombé, c'est un article sur les toilettes non genrées de la bibliothèque de Vevey. Ouais, oui, vas-y. Ouais. Et l'article dit, donc la bibliothèque de Vevey a dégenré ses toilettes. L'article dit, c'est pas méga bien reçu quand même. Le sentiment du terrain dont tu viens de parler, c'est que les gens ils réagissent un peu mal. Hein. Et les sources, c'est des usagers. Donc vous avez rencontré des usagers, et c'est la seule source de l'article. Hein. Non, c'est pas vrai. Si, bien sûr. Il y a la municipale qui est questionnée. Non, c'est pas vrai. Il y a d'autres personnes. Oui, bien sûr. Il y a une municipale qui a. On lui demande quel est le ressenti du terrain. Oui, bien sûr. Et du coup, est-ce qu'ils ont reçu des messages, des choses comme ça. Si tu veux, je peux te faire le même article, exactement le même, qui va démontrer avec le ressenti du terrain avec mes 4 potes gauchistes à cheveux bleus, qui trouvent ça génial, les toilettes non genrées, ce qui est mon. Ça sera très riche. On aura des médias qui disent des choses différentes. Voilà. Et puis ça nourrit le débat, c'est la démocratie. Et puis on dira tous les deux. On est copains, on est complémentaires. Hein. On dira tous les deux. Tiens, toi tu diras les toilettes non genrées de la bibliothèque de Vevey, ça pose problème. Moi je dirais c'est un succès, les gens adorent.
et à la fin, qui fait un travail journalistique? Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas en train de dire, je suis évidemment hyper sensible à la question des chiffres et de l'élitisme, mais je suis en train de dire qu'on doit faire du recoupement. Et quand j'ai parlé de mon processus d'analyse sur la drogue, j'ai cité des chiffres parce qu'en fait, il y a des chiffres qui se font par recoupement. Donc déjà, on a plusieurs recoupements. Et en plus, je n'ai pas cité que ça. J'ai aussi cité le ressenti des actrices de terrain, comme par exemple les travailleurs et les travailleuses sociales, les consommateurs et les consommatrices, les policiers. Les policiers de Lausanne disent, mais à part ça, il n'y a pas tellement plus de problèmes avec la consommation de drogue qu'avant. Alors effectivement, je peux mettre un planton à l'entrée de la bibliothèque pendant une année et puis prendre des coches et tout ça, mais c'est un peu un autre travail, c'est un autre métier, quoi. Mais effectivement, tu peux faire un travail où tu vas donner, le hasard voudra que tu tombes sur des gens qui disent c'est super, j'adore ce qu'ils font. Je ne vais pas disqualifier ce travail-là, c'est ce que tu auras eu. C'est la démarche. Est-ce que la personne est allée chercher des choses? Est-ce que le journaliste est-il allé chercher des personnes qui lui diront ce qu'il a envie d'entendre? Et ça ne serait pas juste. Mais là, en l'occurrence, mon pigiste, qui est journaliste RP, il retrace... Tu rencontres quand même tout le temps des personnes qui pensent plutôt dans ton sens. Là, en l'occurrence, l'article n'est pas de moi, donc je peux pas... Caroline Guébard, comment est-ce qu'on fait pour ce ressenti du terrain, du coup, qui est intéressant, et surtout en presse locale aussi, c'est aussi ça dont on se nourrit, non, quand on est journaliste local. Comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre le sentiment, finalement... unique, finalement, un peu anecdotique, et ce qui va vraiment être quelque chose de plus profond, de plus qui fait société, quoi. On fait un gros travail de terrain. Enfin, je veux dire, ça peut impliquer de passer des heures sur le terrain pour des fois juste laisser traîner ses oreilles, aller interroger frontalement des gens, ne pas se satisfaire effectivement de 4 personnes qui disent toutes la même chose. Ça paraît des fois peu de choses, mais on peut passer des heures et des heures sur le terrain pour finalement écrire quelque chose d'assez synthétique, mais on va quitter le terrain seulement au moment où on aura l'impression effectivement d'avoir pris le pouls de ce terrain-là. Évidemment, quand on fait une étude aussi, on prend toujours des échantillons de personnes. Enfin, je veux dire, donc nous aussi, on ne va pas pouvoir aller, par exemple, si on fait un sujet sur les toilettes non genrées de Paléo, parce qu'on a aussi eu notre sujet sur les toilettes non genrées. En l'occurrence, on est allé sur le terrain et on y a passé des heures, des soirées. Le sujet n'était pas tellement la question du genre, mais plutôt de l'amélioration des flux de visiteurs aux toilettes, parce que c'était un vrai problème à Paléo, et c'est aussi des choses dont on peut effectivement s'emparer comme sujet. Très concret. Et puis, on a pas mal parlé donc, de ce qui peut guider les choix des journalistes, aussi bien dans ce qu'ils vont écrire, à qui ils vont parler, mais aussi de quel sujet ils vont s'emparer. Finalement, quel est le but de tout ça? Quel est le but que vous voyez dans le travail que vous faites, qu'on fait? Est-ce qu'il y aurait une dimension de faire société, peut-être? On a tous les mêmes infos, on peut débattre sur une même base. Federico Braganini, faire société, à une époque, on parle pas mal de polarisation, quand même. Est-ce que c'est pas évident, pour le journalisme factuel, qui est presque un pléonasme, j'ai envie de dire, normalement, mais est-ce que le journalisme purement factuel, qui s'efforce de ne rapporter que les faits, sans afficher ouvertement une opinion, est-ce que le journalisme factuel peut être une solution pour faire société dans un moment polarisé? Bon, moi, je suis un pur produit de l'agence, donc j'ai toujours fait pratiquement que ça, mais je suis totalement à l'aise dans cette forme de journalisme. Je crois beaucoup à la question de l'explication. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est confronté à des dossiers. Je suis persuadé que même entre journalistes, si vous interrogez un collègue sur l'une des thématiques qui sont actuellement débattues à la session au Palais fédéral, la plupart des collègues ne pourront pas vous expliquer clairement de quoi ils retournent, parce que c'est très, très complexe. Et je crois beaucoup à ce pouvoir, cette nécessité d'expliquer, donner des clés de lecture. Et puis, disons, le débat ici, moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'en fait, on a encore la chance en Suisse d'avoir relativement, malgré la difficulté économique, on a encore une grande diversité des médias. Et c'est ça qui nourrit le débat démocratique. Et puis, moi, je me sens parfaitement à l'aise là. Nous, on est là pour donner une sorte de base. On utilise le terme de tapis d'information. Et puis après, il y a les excellents collègues ici qui interprètent
qui amène une dimension supplémentaire d'analyse, mais qui est indispensable. Cette diversité des opinions, elle est, sans ça, il n'y a plus de démocratie. On voit au niveau des États-Unis, où il y a eu des études qui ont été faites, où on s'est rendu compte que dans des régions où les médias disparaissent, la participation politique, elle diminue et la corruption, elle augmente. Alors, Dieu merci, on n'est pas encore dans cette situation-là. Et Dieu merci, il y a encore cette diversité en Suisse. Raphaël Pommet. Ouais, je refais un peu le poil à gratter, mais je parlais avant des fois où je décomposais les vidéos de chats qui tombaient des murets. Je veux dire, je regardais, là j'ai une campagne de pub pour Watson qui vient tout le temps sur mon YouTube quand je vais voir une vidéo de basket ou un truc comme ça. On m'explique qu'on va aller au cœur de l'actu, etc. Donc je suis allé effectivement sur la home de Watson et je chope encore des diaporamas sur, je sais pas, comment commander un café en Italie, une comparaison des toilettes, d'ailleurs on va y rester, entre les toilettes au Japon, les toilettes en Suisse, etc. Donc effectivement, je pense que on parle de faire société, on parle de toutes ces grandes notions, mais je pense qu'il faut aussi s'interroger sur notre propre utilité. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait besoin de faire un festival pour un peu se convaincre que notre métier a encore une utilité, dont le fond, c'est déjà un aveu d'échec, à mon avis. Oh waouh. Pardon. Tellement d'heures de travail bénévole pour... Je ne serai plus invité, je suis navré. Non mais Aurélien, du coup, par rapport à ce qu'a disait aussi Federico Braganini, donc se servir du tapis d'information pour aller plus loin, pour aller amener de l'opinion, est-ce que finalement on ne fait pas quelque part quand même un travail de journaliste en fait? Est-ce que vous allez revendiquer finalement ce terme à la fin de ce débat? Pas tellement. En fait, oui, totalement d'accord, bien sûr. Là où bien sûr qu'il faut du travail d'information, bien sûr que là où les médias disparaissent, ça augmente la corruption et ça diminue la participation politique parce que l'information fait partie de la politique. Moi, mon point, c'est pas de dire ça, mon point, c'est de dire qu'il n'y a pas d'information neutre. Et je réagis, du coup, je réponds à ta question aussi du faire société. Alors, pourquoi on fait ça? C'est ça ta question. Et moi, je pense qu'il y a une espèce de naïveté dans ce faire société, ou en tout cas, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce qu'en fait, actuellement, on fait société. On a fait une société. On fait une société extrêmement inégalitaire, une société d'exploitation, une société de violence, mais on fait société. Et puis il y a 50 ans, on faisait société. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, mais on faisait société quand même. Et puis il y a 150 ans, on faisait aussi société. Donc on fait société. Et du coup, l'autre but dans ta question, moi, ce que j'entends, c'est est-ce qu'il y a une envie de consensualiser, de rassembler? Et bien en fait, de notre côté, non. Il y a une envie de conflictualiser. Parce qu'en fait, on fait société, mais une société fonctionne de ses conflits. Et s'il y a 50 ans, les femmes n'avaient pas le droit de vote, c'est notamment parce que tout un tas de mouvements se sont battus, ont conflictualisé pour que les femmes obtiennent le droit de vote. Et aujourd'hui, on est toujours dans la conflictualisation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on assume. La question, ce n'est pas du tout de rassembler. La question, c'est de confronter. Et je pense que ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on s'engueule avec Raphaël. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai pas ce goût du conflit. En réalité, je veux dire, c'est vrai que je suis un peu très libre et très nihiliste comme ça, mais j'ai pas ce goût du conflit. Moi, mon modèle, je sais pas, c'est Soro qui va vivre au bord d'un étang, qui pendant une année se pose des questions sur le sens de la vie en regardant ce que ça fait quand une goutte elle tombe au milieu de l'étang. Je trouve que c'est plus riche, disons, que l'idéologie du conflit ou de la rage. Il faut avoir les moyens de le faire. Quoi. Comment ? Il faut avoir les moyens de le faire. Construire une cabane, ça coûte pas très cher. Mais enfin, voilà. Donc, moi, l'idée de faire société, bon, déjà, c'est vrai que je sais pas ce que ça veut dire, mais si c'est ce que je comprends, ça me fait pas envie. J'ai pas envie. Moi, j'ai pas l'instinct grégaire. Je pense pas que ça soit un préalable à l'exercice du métier de journaliste. Mais le côté conflictualité m'attire pas davantage. Je pense que faire société, c'est pas forcément être tous dans un consensus mou. Ça peut être juste déjà de se discuter, débattre, et donc déjà de débattre aussi de connaissances en commun. Oui, mais Philippe Muret, qui est un auteur que j'aime beaucoup, par exemple, a des pages très belles sur l'inutilité du débat. Je pense que pour un mec comme moi, le drame absolu, ça serait que les gens soient d'accord avec moi. Et puis moi, c'est l'inverse, si jamais. Caroline Guébard, vous, cette notion de conflictualité, est-ce que ça vous parle à l'échelle? Comment est-ce que vous voyez, vous, à l'échelle locale, quelque part, il y a le travail aussi journalistique, il y a une mise en récit aussi du territoire aussi qui se fait aussi, en fait, dans ce que vous faites. Dans le journal, il y a ce qui s'est passé, puis c'est ça dont on va parler quelque part aussi, non?
Alors, faire archive davantage aussi. que la notion de conflictualité, je dirais, sur la notion de faire société, moi je suis un pur produit du journalisme local et j'aime dire que les histoires que nous racontons, nous médias locaux, si nous ne les racontons pas, personne ne les raconte. Je donne un exemple de pur journalisme local. Restons sur Paléo, on est dans un festival, hein, donc on est dans le thème. L'année dernière, on a une centenaire qui a fait son premier Paléo et nous, journalistes locaux, on l'a accompagnée sur le terrain. C'était un reportage incroyable et c'est quelque chose dont tout le monde a parlé. Autre exemple très récent de pur journalisme local, on a eu un prix d'une boucherie. Dans le cadre du Suisse Cervella Summit, on a fait un sujet sur cette boucherie qui était la seule de la côte à avoir un prix. La bouchère m'a dit après coup qu'on l'arrêtait dans la rue pour lui parler de son cervelas parce que les gens l'avaient reconnu. Là aussi, ça a été extrêmement lu. Donc c'est des exemples un peu insolites comme ça, mais qui font vraiment partie de notre mission aussi de journalistes localiers et localières. Et ça montre qu'on est là aussi pour créer du lien, des interactions qui n'existeraient pas si ces histoires-là, on n'était pas là pour les relayer. Et puis vous, Federico Bragagnini, je vous faire aussi réagir sur cette notion de conflit dont on discute là en ce moment. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette notion de conflictualité dans le travail que vous faites à la TS? Vous cherchez à... Non, vous cherchez, je sais bien que non, en fait, vous ne cherchez pas, vous, à chercher le clash, finalement, dans les gens qui vont vous lire. C'est pas votre direction artistique, on va dire. J'ai utilisé le terme de neutralité. Notre but, c'est d'avoir une couverture neutre. Alors, le terme est très controversé actuellement, mais on est dans... C'est notre raison d'exister, et je crois que c'est une nécessité aussi d'avoir dans un système médiatique un organisme qui fournissent une base vérifiée, contrôlée chaque jour, même si on fait des erreurs aussi. Mais quand on fait des erreurs, on essaie de corriger rapidement, de fournir cette base d'informations vérifiée au quotidien. Voilà, ben c'est notre... on est vraiment dans ce registre-là, et je pense que c'est indispensable d'avoir cette dimension-là pour qu'un système médiatique et démocratique fonctionne. On va ouvrir maintenant les questions à vous toutes et tous qui écoutez ce débat avec attention. Waouh, très rapide pour la première question. Je crois qu'il y a un micro qui va circuler jusqu'à vous pour qu'on puisse entendre votre question. Oui, le micro arrive. Aujourd'hui, il y a des questions, levez les mains. Ah, pardon. D'abord, j'ai compris pourquoi nos deux héros des extrêmes se crêpent le chignon sur la criminalité. Pendant qu'ils parlaient, je suis allé vérifier des chiffres et j'ai vu qu'il y a eu une diminution des homicides. Je crois que c'était des statistiques suisses de ces dernières années, mais une augmentation des tentatives d'homicide. Donc, la seule tendance sûre, c'est que les hôpitaux recousent mieux. Ma question, elle est autre. Tout à l'heure, on a dit un des rôles du journaliste, c'est par exemple d'aborder les questions complexes lors des votations, quand c'est des questions techniques, et de l'expliquer de manière simple et intelligente au public. Et au débat précédent, on avait dit le journaliste doit trouver un autre regard que les autres sources d'information. Or, pour expliquer les élections, il y a d'autres sources très pédagogiques. C'est le matériel qu'on reçoit à la veille de la votation. Il est placé sous l'œil critique de tous les partis et de tous les milieux, et donc c'est censé être le chef-d'œuvre, le nec plus ultra de l'explication claire, neutre, informative, etc. Donc, où est la valeur ajoutée du journalisme? Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais je dis que ça nous renvoie à la question du débat précédent. C'est quoi ce fameux regard des journalistes que ni l'université, ni l'administration, ni les milieux extralucides de libérateurs du peuple qui sont les seuls à avoir compris vraiment la vérité vraie, etc. Merci ne peuvent beaucoup. apporter. Voilà, c'est ça ma question. Federico Bragagnini, est-ce que vous voulez répondre
Oui, ce matériel de vote, il est très bien fait, c'est vérifié, mais c'est juste, probablement, la plupart du temps, mais c'est aussi la voix des autorités. Et c'est essentiel, c'est là. Recommande d'accepter ou de refuser, c'est pas leur voix, ils doivent, sinon tous les autres partis et groupes vont hurler. Voilà, mais ce qui est important, c'est qu'il y a justement le journalisme est là justement pas simplement pour passer les plats, mais ce filtre, le filtre du travail journalistique, il est essentiel. Alors parfois la valeur ajoutée, elle est minime, et d'autres fois, elle sera décisive pour expliquer les problèmes, les scandales, les dysfonctionnements de la démocratie. Donc ce filtre journalistique, il est crucial. Est-ce que c'est pas une question de méthode aussi, le fait que le journalisme, on sait par quelle méthode finalement, on est censé savoir par quelle méthode on est arrivé à cette conclusion et à ce qu'on écrit finalement. On est allé voir les différentes perspectives, c'est une garantie supplémentaire quelque part. Il y a les règles journalistiques, les codes du journalisme que Caroline a évoqué plusieurs fois. À l'agence, il y a un manuel de l'agencier qui fait une 50aine de pages et qui décrit les principales règles, comment il faut réagir, dans quelle situation, est-ce qu'il faut donner le nom, est-ce qu'il faut est-ce qu'on peut donner une source anonyme ou pas, il y a tout un corpus de règles qui font qu'à la fin, on produit du journalisme de qualité au quotidien. Ça renvoie aussi à la question de la vulgarisation, je trouve, qui fait partie quand même du travail. Moi, souvent, quand je reçois ces prospectus, honnêtement, il y en a plein où je capte rien. Et il y en a plein où je comprends pas, où je comprends pas vraiment les enjeux, je trouve que c'est pas méga bien expliqué, etc. Puis je pense que c'est vraiment une tâche hyper fondamentale que de rendre ça accessible. Après, on peut débattre 3 heures sur ce que ça veut dire rendre accessible à qui pour qui, mais en tout cas, il y a une partie de ce taf qui est hyper importante. Caroline ? Pour compléter, moi j'ai peut-être envie de dire aussi que le rôle des journalistes, c'est peut-être d'amener les gens à ouvrir ce fameux livret de vote, parce qu'ils vont peut-être laisser de côté si on n'était pas là effectivement pour faire ce travail d'information en amont. Alors c'est un vrai enjeu pour les médias aujourd'hui d'aller chercher le lectorat, les auditrices, les auditeurs. Mais voilà, on teste beaucoup de choses, on multiplie les canaux d'information pour aller toucher les gens et justement les amener à s'intéresser à ces scrutins-là. Et peut-être, si effectivement ils ont envie d'approfondir encore leur réflexion, à ouvrir ces fameux livrets qui peut-être de prime abord... Voilà. Alors ça, c'est encore effectivement un autre souci de logistique, effectivement, peut-être à gérer. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, là-bas au fond. Ah, pardon, vous vouliez répondre ? J'aurais peut-être une connerie à dire. Non, parce qu'effectivement, là, on se dit que peut-être notre travail permet en gros de participer à l'usage des droits démocratiques et tout ça. Mais c'est vrai que si je regarde l'état de la démocratie, moi, je vois Jordan Bardella qui explique qu'il utilise un racloir dans sa douche pour pas qu'il y ait de calcaire contre le mur, où je vois Musk et Trump qui s'engueulent comme deux mecs bourrés au PMU sur Twitter. Puis je me dis, mais en fait, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut sauver la démocratie, quoi, au lieu de savoir si notre rôle, c'est vraiment d'y participer, quoi. Voilà, en tout cas, cette démocratie-là, mais on a la meilleure démocratie du monde en Suisse, et effectivement, on fait un travail merveilleux. C'est un autre débat, peut-être, Oui. à part entière. C'était juste pour la petite touche de nihilisme. Oui, vous parliez de filtres. Alors, je dirais clairement, au niveau des journaux, il y a des filtres. Et par exemple, il y a certains conflits, on n'en entend pas parler ou quasiment pas. Par exemple, tout ce qui se passe au Soudan. Et puis ça, est-ce que ça se fait déjà au niveau des agences de presse où finalement, il y a peu de dépêches sur certains conflits, par exemple, parce que vous dites, oh, mais de toute façon, c'est pas repris par les journaux. Donc déjà en amont, déjà au niveau des agences de presse, finalement, il y a peu de dépêches sur certains sujets. Alors c'est une excellente question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les ressources dans les rédactions sont sous pression et il y a une tendance à faire des choix toujours plus drastiques. L'objectif,
ça reste d'avoir une couverture complète, d'avoir l'essentiel des sujets. Il y a certains sujets qui sont peut-être laissés de côté un jour. On essaie d'y revenir plus tard. Mais c'est clair que c'est difficile aussi d'être présent sur tous les fronts, quoi. Il y a une autre question devant, tout devant. J'ai une question plutôt pour la journaliste plutôt locale. On voit que les médias vont de plus en plus disparaître, surtout au niveau local. C'est quelque chose, j'imagine, qui vous inquiète. Les gens, on peut avoir un peu l'impression que les auditeurs, enfin les lecteurs, s'intéressent peut-être moins à l'actualité locale. C'est quelque chose que vous constatez aussi. Et si oui, qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour un peu sauver la presse locale ? Je ne suis pas sûre que c'est la presse locale qui est le plus mal, dans le sens où, encore une fois, les infos qu'on donne, effectivement, on ne les lit pas ailleurs. Je pense que c'est aussi une question de génération, hein. Nous, on voit que c'est plutôt des gens qui vont s'abonner à nos journaux une fois qu'ils sont installés dans la vie, qui ont des enfants, qui vont aller à l'école et qui vont vouloir effectivement peut-être davantage s'intéresser et s'ancrer dans un environnement. Cela étant, je remarque aussi qu'avec effectivement la multiplication de nos canaux d'information, les gens vont peut-être nous lire, entre guillemets, sans avoir conscience de nous lire. C'est-à-dire qu'ils vont voir... On dit que des gens ne veulent plus s'informer via les canaux officiels, mais en fait, peut-être qu'ils s'informent quand même. En tout cas, ces infos leur parviennent, ils en prennent connaissance. Le meilleur exemple que j'ai pour signaler ça, c'est une fois ma maman qui me dit « Ah, t'as vu, il s'est passé ça ?» Et je lui dis « Oui, maman, c'est moi qui ai écrit l'article. » Elle n'avait pas du tout réalisé, en fait. Donc, l'information lui était bien parvenue. Elle n'avait aucune idée de l'auteur de l'article, du journal dans lequel ça avait été émis. Mais l'info était arrivée. Donc, je pense effectivement que c'est une réalité qu'il faut un petit peu nuancer. Je pense qu'on atteint peut-être plus de gens que ce qu'on pense par d'autres canaux. Mais alors après, la question c'est, est-ce qu'on va réussir à les fidéliser comme nos éditeurs aimeraient? Parce que c'est vrai que c'est plus facile d'avoir des lecteurs et des lectrices abonnés parce qu'ils sont captifs, ils sont fidèles. Peut-être qu'effectivement, là, c'est sur ce paradigme-là qu'il faudrait travailler pour assurer l'avenir de nos médias. Et le contenu reste roi. On voit que dès qu'un média sort vraiment une information qui sort du lot, qui est vraiment nouvelle et qui va au-delà de l'information qui était donnée simplement dans un communiqué, l'effet il est immédiat. On voit tout de suite qu'il y a un intérêt, on voit tout de suite que l'info est reprise. Lorsqu'on voit qu'à l'agence, dès qu'on fait un suivi, on amène une information en plus, l'effet, il est vraiment immédiat. Cette info, elle est reprise. Et je crois que l'intérêt du public pour l'information, pour les contenus, il reste, à mon avis, il reste intact. La question, c'est de savoir comment on atteint le public, comment on diffuse notre information. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, voilà. Je voulais juste revenir sur la question, plutôt le problème des médias en tant que simple passe-plat, dans la mesure où vous avez dit tout à l'heure quelle est potentiellement la plus-value du travail journalistique sur des communiqués officiels. Le simple fait finalement de passer le plat et que l'information provienne d'ailleurs tend à crédibiliser déjà ce qui figure dans un communiqué, ce qui est une parole officielle. Dans ce cadre-là, quel est le rôle, selon vous, du mea culpa journalistique lorsqu'il s'avère après coup qu'effectivement une information dans le cadre de ce rôle de passe-plat s'avère fausse? Puis finalement, plus généralement, quel est le rôle du mea culpa journalistique dans toute situation où, a posteriori, dans ce flot qui nous anime, on se rend compte qu'on a dit quelque chose de faux? Est-ce que ce mea culpa journalistique n'est pas central dans la crédibilisation de la parole journalistique? Mais alors, comment le mettre en œuvre? Mais vous dites mea culpa dans le sens si un média a diffusé une information des autorités et qui, en fait, cette information était erronée.
Oui, et d'une façon, de différentes façons, que ce soit sous la forme de des informations officielles anonymes nous ont dit que, ou simplement le communiqué de telle ou telle institution dit que, et encore une fois par rapport par exemple aux votations qui se sont avérées plutôt problématiques et qui ont fait l'objet d'un arrêt du tribunal fédéral, où finalement le tribunal fédéral a dit ce serait trop compliqué de revenir sur le vote, donc ne le faisons pas. Or, entre deux, la machine médiatique était passée par là. Bon, nous, des sources anonymes, on n'en donne pas, déjà, à l'agence. Et après, alors, clairement, là, on est assez démunis contre des informations données par des autorités qui seraient fausses. Dans un premier temps, voilà, on a notre esprit critique. Mais là, on est assez démunis, disons, face à cette problématique. La seule solution, c'est de revenir sur le sujet, de retraiter l'information. Mais voilà. Mais à ce niveau-là, voilà, c'est clairement une problématique. Je trouve que la question elle est hyper bonne. Moi j'ai le sentiment que les situations de mea culpa journalistique elles sont hyper importantes parce que comme tu le dis effectivement c'est ce qui permet de créer de la crédibilité. Après moi ça me fait vachement penser à la question de quand est-ce qu'une information est fausse, qu'elle est objectivement fausse et qu'on peut totalement l'affirmer et qu'il peut y avoir un consensus social là-dessus, c'est hyper rare. Et je prends un exemple très rapide dont on avait parlé en préparant la table ronde. Il y a France Info qui avait sorti un chiffre issu d'un rapport du ministère de l'Intérieur français qui disait que d'après une étude 61% des agressions violentes dans les transports en public étaient le fait d'étrangers. Et du coup, information sortie par les autorités, du coup, le ministère de l'Intérieur. Et en fait, il s'est avéré que les gens ont été fact-checker ça, et il s'est avéré que c'était vrai. Effectivement, ce chiffre avait été produit par le ministère de l'Intérieur français, et il avait été produit par une équipe d'analystes en fait, d'urbanistique. Puis des gens se sont quand même dit « Ah bon, c'est quand même un peu inquiétant ce chiffre, non ?» Et donc ont été s'intéresser plus à cette méthodologie et ont démontré, donc toute une équipe de Paris 3 qui a démontré qu'en fait, le bus qui avait été utilisé, enfin la ligne de bus qui avait été utilisée pour faire cette étude passait dans tout un tas de quartiers et avait une géographie qui faisait que 61% des gens qui utilisaient ce bus étaient étrangers. Et donc en fait, ce chiffre ne veut absolument rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, cette chose-là a été avancée comme une information vraie donnée par le gouvernement qui n'a pas pu être débunkée. Puis je trouve que du coup, ça pose cette question. À partir de quand on fait ce mea culpa, en fait? C'est vrai que je suis pas allé chercher du coup cet événement-là dont tu m'avais parlé, mais ça pose la question aussi à quel point les journalistes finalement sont lettrés finalement dans les études en fait pour voir comment une méthodologie est faite, que ce soit là une étude statistique ou une étude sociologique ou scientifique même. Mais Raphaël, tu voulais réagir? Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on confond le métier de journaliste et le métier d'épistémologue. Hein. Je veux dire, c'est comme si notre métier consistait uniquement à faire du fact-checking et des choses comme ça. Puis je trouve qu'à un moment, le rôle du journaliste, effectivement, c'est de dire, bon, voilà, ça, c'est la parole des autorités. Nous, on donne la parole à des gens qui peut-être contestent le discours de l'autorité, mais notre rôle n'est pas forcément de trancher entre les deux, à mon avis, dans une certaine manière d'exercer le métier tel qu'il est fait à ma droite, on donne la parole aux uns aux autres, puis après, faites-vous votre avis. Notre rôle, c'est pas de dire quelle est la vérité. On n'est pas là pour guider les âmes, on n'est pas des curés. Ça dépend. S'il y a quelque chose qui est factuellement faux, je pense que c'est le rôle. Mais après, ça prend du temps, ça prend des ressources. Après, là, notre rôle, c'est de dire il y a différentes lectures. Il y a eux qui disent ça, il y a eux qui disent ça, il y a eux qui disent ça, et vous tranchez. Et si on veut savoir que pense le journaliste, on lui donne un édito. Il fait un édito, puis il dit oui, voilà les questions que ça pose, etc. Mais pour moi, il n'est pas là pour fixer une vérité révélée. Ça, c'est le rôle des curés, c'est le rôle des imams ou de ce qu'on veut, mais pas des journalistes. Non, c'est pas le rôle d'une vérité révélée, mais je pense qu'il y a aussi une différence entre ce que le journaliste pense et puis ce qui est, enfin, des fois, il y a des enquêtes qui montrent quand même que factuellement, ça c'est vrai, ça c'est faux. Des fois, c'est. Oui, mais je disqualifie pas ce travail de fact-checking. Je le trouve intéressant dans son domaine, mais il faut pas dire que les journalistes qui mettent en rapport différents récits qui peuvent être concurrents entre eux porteraient la responsabilité d'un des récits qui serait faux. Auquel cas, on n'écrirait plus jamais rien. On a encore le temps pour quelques dernières questions. Ouais. Je regarde au fond, mais je vois qu'il n'y a personne de l'autre côté. Merci. Rashkit, j'imagine que vous êtes aussi un média indépendant. Oui. C'est-à-dire financièrement. Ah oui. Okay. Plus qu'indépendant, ouais. Ok. On n'a même pas d'argent, en fait. C'est la même chose pour le peuple, donc ça devrait jouer. Mais si on parle des médias qui sont financés par tout le monde, avec Seraf, si
on peut pas avoir d'information, enfin, si on peut pas faire vraiment de journalisme neutre et que les médias sont un pouvoir, est-ce que du coup, on ne devrait pas aussi voter pour les journalistes de la même manière qu'on vote pour les gens qui nous représentent au niveau communal, cantonal et puis fédéral? C'est une logique libertarienne, ça. Hein. C'est une logique où à la fin, on n'a plus de service public. Je veux dire, moi, je suis peut-être en désaccord avec la manière dont on a fait les routes. Je pense qu'elle aurait dû aller à gauche et pas à droite. Donc, je dis, moi, je veux donner que 30% de la somme qu'on me réclame là-dessus. Au bout d'un moment, on est... Je veux dire, enfin, bon, voilà, je vais faire une défense du service public, comme ça, j'aurais vraiment été dans tous les sens. Mais je pense que c'est vraiment très dangereux ce qui se passe, parce qu'on utilise une sorte de mécontentement qui peut-être vient d'une façon plus ou moins équilibrée, ou d'interlocuteurs qui seraient plus ou moins surreprésentés, etc. Mais on part de ce point de vue pour dire, bah voilà, regardez, c'est la preuve qu'il faut... on n'est plus d'accord que donner en gros la moitié de la redevance. C'est vers ça qu'on va. Et une fois qu'on sera là, on dira, regardez, ils font vraiment de la merde, il faut vraiment qu'on leur coupe le pognon. Et à la fin, avec cette logique, on n'a plus de service public, puis on est dans une société entièrement privatisée. Et puis moi, comme conservateur, c'est pas le genre de société dans lequel j'ai envie de vivre. Moi, j'ai plutôt envie de vivre dans une société, effectivement, où il y a de la diversité, d'avis, de gens qui ne sont pas d'accord entre eux, puis qui sont capables de discuter dans l'amitié et le respect. Moi, Vas-y. très rapidement peut-être. J'ai le sentiment, ma réponse, j'ai pas vocation à avoir un programme politique ici du tout, hein, mais ma réponse ce serait que, en tout cas, ça peut peut-être ressembler à la question des juges. C'est-à-dire, je trouve que ça a l'air très important qu'il y ait effectivement un parcours qui soit indépendant de partis pour devenir journaliste. Mais par contre, en tant que citoyen, moi, je veux savoir pour qui votent les journalistes que je lis. Je voudrais qu'on puisse cliquer sur les sites. Alors peut-être que je dis un truc ultra tabou, là, j'en sais rien. Mais moi, je voudrais pouvoir cliquer sur le nom puis dire, ah bah voilà, cette personne, elle a voté vers libéraux. À ce moment-là, tu vas faire opérer un virage à droite des médias. Hein. C'est effectivement une idée qui a été émise par un parlementaire UDC au Grand Conseil vaudois. Moi, je suis pas loin d'être d'accord. Moi, enfin voilà. Ah, puis pardon, non mais. Et l'idée a été totalement enterrée. Donc, oui. Mais parce que l'idéologie du journaliste ne signifie pas qu'il va plus ou moins bien bosser. Je veux dire, il peut être de gauche et être un excellent journaliste. Il peut avoir exactement les mêmes idées que moi, puis bosser comme un sagouin. Bien sûr. Je trouve que c'est. Peut-être que je répète toujours un petit peu les mêmes choses un peu en boucle, mais tout à l'heure, il y avait un débat sur la formation de journaliste. Enfin, je veux dire, on fait, en tout cas. Je peux parler sans appartenir au service public, je peux parler au nom du service public. Tous ces journalistes ont une formation de journaliste, ont signé un code de déontologie, ils savent parfaitement bien faire leur travail dans le respect des principes inscrits dans la Déclaration des devoirs et droits des journalistes, qui en préambule fixe le principe d'équité. Pour moi, en fait, le cadre, il est clair et l'information qu'il nous livre est claire. Mais il y a quand même un truc depuis le début où je suis là, où j'assiste à toutes ces tables rondes et où je découvre en fait un peu ce monde. Tous les journalistes que j'entends disent on a des biais, on est comme tout le monde, on a énormément de biais, on a des choses, des visions du monde, des éducations, des trajectoires, des classes sociales, etc. Puis moi, du coup, ça me paraît assez légitime qu'en tant que lecteur, je puisse avoir accès à une partie des biais. Une partie qui est... En fait, vous ne va pas commencer à chaque fois un article en disant alors moi je parle depuis cet endroit-là, je vote tel truc. Mais ça me paraît très logique qu'on puisse disposer de ces biais pour se faire un avis éclairé en fait. Pour moi, ça dépend quel type de journalisme tu consommes. Moi, je fais un journalisme qui est situé, donc il y a une charte, en gros, un truc qui dit d'où je parle, valeurs chrétiennes, machin, ces trucs-là. La personne qui vient voir ce que je fais, elle sait où elle va, mais c'est pas le même rôle. C'est pas le même rôle. La question ne s'adresse pas à des médias comme le tien. Moi, que quelqu'un à la TS soit de gauche ou de droite, je veux dire, ça dit rien. Ça n'a pas pour moi, ça n'a strictement aucune importance parce que c'est un métier. C'est comme si je me disais, j'ai pas envie d'aller chez ce cuistot parce qu'il préfère la viande au poisson. Enfin, je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est le plat que j'ai dans mon assiette, quoi. Une dernière réponse peut-être. Oui, le mot de la fin, sans pression. En quoi nos propres opinions nous empêcheraient de faire correctement notre travail ? J'ai connu un cardiologue qui a fumé toute sa vie des gitanes sans filtre. Je ne me suis jamais interrogée sur ses compétences professionnelles. Ce sera le mot de la fin. Merci, Caroline Guevara. Merci à vous toutes et tous pour ce débat très riche. Merci à vous aussi pour votre écoute et pour vos questions.
Merci à Julie qui a passé le micro. Merci à Éloi à la technique et à Vladimir à la vidéo. À 16h, ici même, il y aura un autre débat qui s'appellera « Tu payes combien pour quelle information ?» où on a déjà parlé un petit peu de la question du modèle économique. Donc, ce sera l'occasion de creuser un peu plus cette thématique-là. Juste maintenant, ici même, donc vous n'avez même pas bougé, il y aura les discours officiels du comité, du Prestival et puis d'autres officiels, la ville de Bienne notamment et l'ambassade du Canada. Donc voilà, restez là. Et puis, voilà. Merci à vous toutes et tous et bonne suite des festivals.